Une femme perd l'usage de ses jambes, puis sa mère de 68 ans fait l'impensable pour la sauver. Bon retour, et profiter de l'histoire. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple rendez-vous médical de routine changerait tout. À 43 ans, Tidjana Lefebvre, kinésithérapeute accomplie, s'effondra dans sa propre clinique, ses jambes refusant soudainement de la porter. Le diagnostic tomba comme un coup près. Une maladie dégénérative rare des nerfs affectant sa mobilité. Une ironie cruelle pour cette soignante qui ne pouvait plus se soigner elle-même. Mais sa mère, Vaniel, une infirmière retraitée de 68 ans souffrant d'arthrite, refusa d'accepter la défaite. Au cours des 18 mois suivants, ces deux femmes allaient redéfinir la notion de force en naviguant dans un parcours qui mettrait leur lien à l'épreuve d'une manière qu'elles n'auraient jamais imaginée. Dans la pittoresque ville côtière de La Rochelle, où tout le monde se connaissait, la nouvelle se répandit rapidement. La kinésithérapeute, qui avait aidé d'innombrables patients à retrouver leur mobilité, peinait maintenant à marcher dans son propre couloir. Les voisins apportaient des plats cuisinés, tout en chuchotant leurs inquiétudes. Et d'anciens patients observaient avec tristesse Tidjana, qui se déplaçait en ville, avec une canne devenue chaque jour plus nécessaire. Sa fille adolescente, Léa, autrefois gênée par les conseils de santé envahissants de sa mère, était maintenant témoin de la vulnérabilité de celle-ci avec confusion et peur. Tidjana possédait 3 caractéristiques distinctives. Une indépendance intransigeante qui frôlait l'entêtement. Une intuition de guérisseuse qui lui permettait de comprendre la douleur des autres, et un bouclier protecteur d'humour qu'elle déployait lorsque les émotions menaçaient de la submerger. Son conflit intérieur consistait à réconcilier son identité de guérisseuse avec celle de personnes ayant besoin de guérison, remettant en question sa croyance de toujours selon laquelle demander de l'aide équivalait à une faiblesse. Lorsque Vaniel emménagea temporairement pour l'aider, les tensions éclatèrent immédiatement. Les tisanes médicinales et les remèdes traditionnels de la mère se heurtaient à l'approche scientifique de la fille. Leur petite maison semblait encore plus exiguë à mesure que l'équipement médical arrivait et que les routines étaient perturbées. Tidjana ressentait du ressentiment face à la présence envahissante de sa mère, tout en dépendant simultanément de son soutien, créant une dynamique d'attraction-répulsion qui exacerbait son tourment émotionnel. « Bonjour, ma chérie !» lança Vaniel en entrant dans la cuisine un matin, portant un plateau chargé de flacons d'herbe et de tasses fumantes. « J'ai préparé ton infusion. » Tidjana leva les yeux au ciel. « Maman, nous avons déjà discuté de cela. Je prends les médicaments prescrits par mon neurologue. »« Et qui t'empêche de prendre les deux ?» répliqua Vaniel, plaçant fermement la tasse devant sa fille. « Ma grand-mère soignait des problèmes bien plus graves avec ces herbes. Tu crois que ton médecin sait tout? Il a fait 12 ans d'études, alors probablement plus que grand-mère, oui, » rétorqua Tidjana avant de soupirer. Elle prit une gorgée pour apaiser sa mère, grimaçant au goût amer. Satisfaite, Vaniel hocha la tête avec un petit sourire victorieux. « C'est un début. Maintenant parlons de ces exercices que tu négliges. » Les traitements traditionnels montraient une amélioration minimale. Contre son meilleur jugement, Tidjana accepta d'essayer les remèdes à base de plantes de sa mère, transmis de génération en génération dans leur communauté portugaise. Étonnamment, la combinaison d'approches conventionnelles et traditionnelles commença à ralentir la progression de la maladie. Cette convergence de leurs mondes différents marqua le premier changement significatif dans leur relation. Sa pratique de kinésithérapie faisait face à la ruine financière, car elle ne pouvait plus démontrer les techniques ou travailler des journées complètes. Lorsqu'un ancien patient proposa de racheter le cabinet, Tidjana dut affronter son avenir incertain. Au lieu de vendre, elle accepta à contre-cœur un partenariat où elle fournirait l'expertise, tandis que son partenaire s'occuperait des aspects physiques. Ce compromis préservait son identité professionnelle, mais changeait fondamentalement son rôle. « Voilà comment je vois les choses », expliqua Marc Benoît, un ancien marathonien que Tidjana avait aidé à se rétablir après une blessure grave. Ils étaient assis dans son bureau,
entourée de dossiers et d'équipements de rééducation. Vous gardez 51% des parts. Vous restez la patronne. Je m'occupe des séances physiques. Vous supervisez, élaborez les programmes et formez l'équipe. Tidjana tapotait nerveusement son accoudoir. Et si ma condition s'aggrave, si je ne peux même plus venir au cabinet? Marc sourit. On s'adaptera. Téléconsultation, visites à domicile. L'important, c'est votre expertise, pas votre mobilité. Elle observa cet homme qui avait retrouvé sa vie grâce à elle et qui maintenant lui tendait la main pour sauver la sienne. « D'accord, dit-elle finalement, essayons. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. » Les jours passaient, rythmés par une routine de plus en plus difficile pour Tidjana. Chaque matin était un combat pour simplement sortir du lit et s'habiller. Des gestes autrefois automatiques devenus des défis quotidiens. Vaniel avait réorganisé la maison, déplaçant la chambre de Tidjana au rez-de-chaussée et installant des barres d'appui dans la salle de bain. Ces changements, bien que nécessaires, étaient autant de rappels douloureux de sa condition qui se détériorait. « Je peux me débrouiller seule », insistait Tidjana un matin, alors que sa mère tentait de l'aider à enfiler son pantalon. « Je sais que tu peux, ma fille », répondit doucement Vaniel. « Mais pourquoi t'épuiser dès le matin quand je suis là ?» Cette logique imparable agaçait Tidjana au plus haut point. Elle qui avait bâti sa vie sur l'autonomie se retrouvait dépendante d'une aide qu'elle ne pouvait refuser sans paraître ingrate ou irrationnelle. Le pire était que sa mère avait raison. Sans son aide, elle n'aurait même pas pu se rendre à ses rendez-vous médicaux ou continuer à travailler quelques heures par semaine. Au cabinet, les choses évoluaient également. Marc avait engagé 2 jeunes kinésithérapeutes qui travaillaient sous la supervision de Tidjana. Elle passait désormais ses journées assise derrière un bureau, analysant des dossiers, élaborant des programmes de rééducation et conseillant l'équipe. Ce nouveau rôle lui permettait de rester professionnellement active, mais creusait davantage le fossé entre ce qu'elle était et ce qu'elle avait été. « Comment puis-je recommander des exercices que je ne peux plus démontrer moi-même » se lamentait-elle auprès de Marc, après une journée particulièrement frustrante. « Tu sais, » répondit-il pensivement, « les meilleurs entraîneurs de football n'ont pas besoin de marquer des buts eux-mêmes. Ils savent comment le faire aux autres. » Tidjana sourit malgré elle. Marc avait le don de simplifier les choses quand elles semblaient insurmontables. Peut-être avait-il raison. Peut-être y avait-il une façon différente de pratiquer son métier, une façon qui ne dépendait pas de sa mobilité physique. À la maison, la relation avec Léa devenait de plus en plus tendue. L'adolescente oscillait entre une sollicitude maladroite et un évitement total, incapable de trouver la bonne distance face à la vulnérabilité de sa mère. Tidjana la surprenait parfois à l'observer depuis l'embrasure d'une porte, le visage empreint d'une peur qu'elle tentait de dissimuler. Un soir, alors que Tidjana luttait pour monter les 3 marches menant à la terrasse, elle entendit Léa murmurer à une amie au téléphone « Non, je ne peux pas sortir ce soir. Il n'y a que ma grand-mère à la maison et, tu sais, maman, pourrait avoir besoin de quelque chose. » Le cœur de Tidjana se serra. Sa fille sacrifiait sa vie sociale par inquiétude pour elle. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, pas le modèle qu'elle souhaitait incarner. Cette nuit-là, Tidjana resta éveillée longtemps, écoutant les bruits de la maison, le tic-tac de l'horloge dans le couloir, la respiration légère de sa mère dans la chambre d'à côté, le vent qui agitait les volets. Cette maison qu'elle avait achetée seule après son divorce, symbole de son indépendance, était devenue une prison dont chaque recoin lui rappelait ses limitations. Elle se demanda, non pour la première fois, si elle ne devrait pas vendre et déménager dans un appartement adapté. L'idée même lui brisait le cœur. Un matin, alors qu'elle parcourait ses emails professionnels, Tidjana reçut un message d'une ancienne patiente habitant désormais aux États-Unis. Cette femme lui parlait d'un nouveau traitement expérimental pour les maladies neurodégénératives qui montrait des résultats prometteurs.
Tijana passa l'après-midi à rechercher des informations sur cette thérapie et découvrit qu'effectivement, les études préliminaires étaient encourageantes. Mais le traitement n'était pas encore approuvé en France et coûtait une fortune. « As-tu vu ceci ?» demanda-t-elle à sa mère en lui montrant les articles scientifiques qu'elle avait imprimés. Vaniel ajusta ses lunettes et parcourut les documents. « C'est en anglais, Tijana. Tu sais bien que je ne lis pas l'anglais. » « Oh, pardon. » Tijana se frotta les yeux, fatiguée. « C'est un nouveau traitement qui pourrait ralentir la progression de ma maladie. Peut-être même inverser certains symptômes. » Le visage de Vaniel s'illumina. « C'est merveilleux. Quand peux-tu commencer ?»« Ce n'est pas si simple, » soupira Tijana. « Le traitement n'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant, et il coûte presque 100 000 €, sans compter les frais de séjour là-bas pendant plusieurs mois. » Et voilà, c'était sorti, de l'espoir puis la chute brutale face à la réalité. Une histoire que Tijana connaissait trop bien depuis son diagnostic. Vaniel remit les papiers sur la table et resta silencieuse un long moment. « Nous trouverons l'argent !» dit-elle finalement d'une voix ferme qui ne laissait place à aucun argument. Tijana eut un rire amer. « Et comment ? Ma mutuelle ne couvrira pas un traitement expérimental à l'étranger. Mes économies fondent déjà avec tous les frais médicaux, et je ne peux pas hypothéquer la maison. C'est tout ce que j'ai à laisser à Léa si... » « Ne termine pas cette phrase, » l'interrompit Vaniel, son regard dur. « Nous trouverons l'argent. » Point final. Le lendemain matin, lors d'une consultation avec son neurologue, le docteur Moreau, Tijana évoqua le traitement américain. « J'ai entendu parler de ces essais, » admit-il. « Les résultats préliminaires sont intéressants, mais il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. » « Mais vous pensez que ça pourrait m'aider ?» insista Tijana. Le médecin la regarda avec une compassion qui en disait long. « Je ne peux pas vous faire de promesses, Madame Lefebvre. Ce traitement pourrait stabiliser votre condition peut-être, même améliorer certains symptômes. Mais il ne s'agit pas d'une guérison miraculeuse. » Tijana hocha la tête. Elle était kinésithérapeute. Elle connaissait la différence entre un espoir réaliste et des attentes irréalisables. « Je comprends, mais même une stabilisation serait déjà... » Sa voix se brisa. Elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous deux que sans intervention, sa mobilité continuerait à se dégrader jusqu'à ce qu'elle soit confinée à un fauteuil roulant, peut-être même alité. Le docteur Moreau posa une main réconfortante sur son épaule. « Je vais me renseigner auprès de mes collègues américains. Peut-être existe-t-il des programmes d'accès compassionnel ou des bourses de recherche qui pourraient réduire les coûts. Qui aurait cru que toutes ces années plus tard, ce serait votre fille qui devrait vous tenir la main pour traverser la rue ?» Lors de la fête annuelle des vendanges de la ville, une célébration à laquelle sa famille participait depuis des générations, Tijana trébucha pendant la danse traditionnelle qu'elle exécutait depuis son enfance. Alors qu'elle tombait devant toute la communauté, sa mère s'avança non pas pour l'aider à se relever, mais pour tomber à côté d'elle, transformant ce moment en un mouvement de danse improvisé. La foule, initialement choquée, éclata en applaudissements alors que mère et fille créaient quelque chose de nouveau à partir de ce qui aurait pu être une humiliation. C'était une journée parfaite de fin d'été. Le ciel bleu-azur s'étendait au-dessus de la place du village, décoré de guirlandes colorées et de grappes de raisin. L'odeur du pain frais et du vin nouveau flottait dans l'air, se mêlant aux rires et aux conversations animées des villageois. Tijana avait hésité à venir, mais Vaniel avait insisté. « Notre famille participe à cette fête depuis 4 générations, » avait-elle argumenté. « Ce n'est pas une paire de jambes capricieuses qui va changer cela. » Tijana avait cédé, autant par lassitude que par désir secret de normalité. Assise à une table en bordure de la place, elle observait les danseurs qui se préparaient pour la danse traditionnelle. Des souvenirs d'enfance affluaient, son père lui apprenant les pas, sa mère ajustant le ruban dans ses cheveux, la fierté qu'elle ressentait en exécutant parfaitement les mouvements compliqués. « Tu ne vas pas danser cette année ?» demanda Monsieur Pelletier, un vieil ami de la famille, en prenant place à côté d'elle. «
Je ne pense pas que mes jambes soient d'accord avec cette idée, répondit Tijana avec un sourire forcé. Quel dommage, soupira-t-il. Tu étais toujours la meilleure. La musique commença, les premiers accords de l'accordéon résonnant sur la place. Les danseurs se mirent en place, formant un grand cercle. Tijana sentit une main sur son épaule. C'était Vaniel. « Allez, viens !» dit-elle simplement. « Maman, tu sais bien que je ne peux pas... » « Bien sûr que tu peux, je serai à côté de toi. » Avant qu'elle puisse protester davantage, Vaniel l'avait déjà aidé à se lever et l'entraînait vers le cercle. Les villageois s'écartèrent pour les laisser entrer. Certains visages exprimant la surprise, d'autres l'inquiétude, quelques-uns l'admiration. Tijana se sentait exposée, vulnérable, mais la main ferme de sa mère dans la sienne lui donnait une force inattendue. Les premiers pas étaient simples et elle parvint à les suivre en s'appuyant légèrement sur Vaniel. La joie de participer à nouveau à cette tradition lui donna des ailes, et pendant un moment, elle oublia presque sa condition. Puis vint la partie plus complexe de la danse, celle où les danseurs devaient tourner rapidement sur eux-mêmes avant de changer de partenaire. Tijana hésita, perdit l'équilibre, et avant qu'elle puisse se rattraper, elle tomba lourdement sur le sol pavé. Le silence tomba brutalement sur la place. Tous les regards étaient fixés sur elle, et Tijana sentit la honte et l'humiliation l'envahir comme une vague brûlante. Elle voulait disparaître, s'enfoncer dans les pavés, être n'importe où, sauf ici. C'est alors que Vaniel fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de se précipiter pour l'aider à se relever, elle se laissa tomber gracieusement à côté de sa fille, comme si cela faisait partie de la chorégraphie. Puis, assise sur le sol, elle commença à taper des mains en rythme avec la musique qui s'était interrompue. Après un moment de confusion, les musiciens reprirent, et Vaniel saisit les mains de Tijana, les guidant dans des mouvements qui imitaient la danse, mais depuis leur position assise. Un des villageois s'approcha et se laissa tomber près d'elle, puis un autre, et bientôt une dizaine de personnes étaient assises en cercle, reprenant les gestes de Vaniel. Les applaudissements éclatèrent, d'abord hésitants, puis de plus en plus enthousiastes. Ce qui aurait dû être un moment d'humiliation s'était transformé en quelque chose de nouveau, d'inattendu et étrangement beau. Plus tard, alors qu'elle rentrait à la maison, Tijana resta silencieuse un long moment. « Comment as-tu su quoi faire ?» demanda-t-elle finalement. Vaniel haussa les épaules. « Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste fait ce qui me semblait juste sur le moment. Tu aurais pu me faire honte, nous faire honte à toutes les deux. La honte n'existe que si on l'accepte, répondit Vaniel avec une simplicité désarmante. J'ai refusé de l'accepter, c'est tout. » Tijana médita ces paroles pendant le reste du trajet. Sa mère, qu'elle avait souvent jugée trop traditionnelle, trop rigide, venait de démontrer une adaptabilité et une présence d'esprit dont elle-même se croyait incapable. C'était une leçon d'humilité, mais aussi d'espoir. Peut-être que l'adaptation n'était pas une défaite, mais simplement une autre façon de danser avec la vie. Une percée vint d'une source inattendue lorsque sa fille adolescente, Léa, faisant des recherches pour un projet scientifique, découvrit un programme de traitement expérimental dans un autre État. Le hic. Il nécessitait un séjour résidentiel de 3 mois et n'était pas couvert par l'assurance. La famille lança une campagne de collecte de fonds, exposant leur lutte privée aux yeux du public, ce à quoi la protagoniste, farouchement privée, résistait jusqu'à ce qu'elle réalise que cela pourrait être sa meilleure chance. Léa avait toujours été une enfant brillante et curieuse. À 14 ans, elle passait déjà plus de temps à la bibliothèque qu'avec ses amis, au grand désespoir de Tijana qui craignait qu'elle ne manque son adolescence. La science était sa passion, et son projet sur les maladies neurologiques, et pour la foire scientifique du lycée, n'était pas simplement un devoir scolaire. C'était devenu une mission personnelle, depuis le diagnostic de sa mère. Un soir, Tijana trouva sa fille endormie sur son bureau, entourée de livres et d'impressions d'articles scientifiques. En ramassant doucement les papiers pour les ranger, elle remarqua un nom qui revenait plusieurs fois. Dr Elena Kovacs, neurologue, à la clinique Mayo
en Arizona. Intriguée, elle parcourut l'article que Léa avait souligné avec enthousiasme. Il s'agissait d'une nouvelle approche combinant thérapie génique et stimulation nerveuse pour les maladies neurodégénératives, comme la sienne. Quand Léa se réveilla, elle trouva sa mère toujours penchée sur ses documents. « Maman » demanda-t-elle, la voix encore ensommeillée. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Où as-tu trouvé ces informations sur le docteur Kovacs ?» demanda doucement Tijana. Les yeux de Léa s'illuminèrent. « C'est incroyable, n'est-ce pas ? J'ai trouvé ça en faisant des recherches pour mon projet. Le docteur Kovacs a développé un protocole qui a montré des résultats prometteurs, bien au-delà des traitements conventionnels. J'ai même réussi à lui envoyer un email. Et elle m'a répondu. » Tijana sentit son cœur s'accélérer. « Elle t'a répondu, qu'a-t-elle dit ? » « Elle a dit que ton cas semblait correspondre au profil des patients qu'ils recherchent pour leur programme. Elle serait prête à t'examiner. » Léa hésita avant d'ajouter. « Mais c'est aux États-Unis, et le programme dure 3 mois. »« Et je suppose qu'il coûte une fortune, » compléta Tijana avec un soupir résigné. Léa hocha la tête, l'enthousiasme laissant place à la déception. « Le traitement lui-même coûte environ 70 000 €, plus les frais de séjour là-bas. » Tijana prit une profonde inspiration. C'était une somme astronomique, bien au-delà de ses moyens. Mais la perspective d'une amélioration, aussi infime soit-elle, était trop tentante pour l'ignorer. « Tu as fait un travail remarquable, ma chérie, » dit-elle en serrant sa fille dans ses bras. « Je vais en parler avec grand-mère et mon médecin. » Quand Tijana évoqua cette possibilité, avec Vaniel, elle s'attendait à ce que sa mère souligne l'impossibilité financière. À sa grande surprise, Vaniel sembla y voir une évidence. « Bien sûr que tu vas y aller, » déclara-t-elle comme si la question ne se posait même pas. « Je m'occuperai de Léa pendant ton absence. »« Maman, tu ne comprends pas, ça coûte plus de 70 000 €, plus les frais sur place. C'est impossible. » « Rien n'est impossible, » répliqua Vaniel avec une conviction féroce. « Nous trouverons l'argent. » C'est Marc qui suggéra la campagne de financement participatif. Au début, Tijana refusa catégoriquement. « Je ne m'en dirai pas, » protesta-t-elle, indignée. « Je ne veux pas être un objet de pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » argua Marc. « C'est de la solidarité. Tu as aidé des centaines de personnes dans cette ville. Laisse-les te rendre l'appareil. » Après des jours de débats internes et de discussions houleuses avec sa mère et sa fille, Tijana céda finalement. Marc créa la page de financement, avec une vidéo où Léa expliquait la situation et les espoirs placés dans ce traitement. Tijana refusa d'y apparaître, encore trop réticente à exposer sa vulnérabilité. La campagne fut lancée sans grande conviction de sa part. La réponse dépassa toutes leurs espérances. En 3 jours, ils avaient déjà atteint 10 000 €. D'anciens patients partageaient leurs témoignages sur ce que Tijana avait fait pour eux. Des commerçants locaux organisaient des événements de collecte. L'école de Léa mit en place une vente de pâtisseries. Même le maire, que Tijana avait aidé à récupérer après une fracture de la hanche, fit un don substantiel et partagea la campagne sur les réseaux sociaux de la ville. Malgré cet élan de générosité, ils étaient encore loin du compte. Et c'est alors que Tijana découvrit ce que sa mère faisait en secret. Mais voilà qui est intéressant. Que se passerait-il si Vaniel allait encore plus loin que prévu par amour pour sa fille? Tijana découvrit que sa mère vendait ses bijoux anciens précieux, des bijoux de famille destinés à être transmis pour aider à financer le traitement. Cette révélation la força à confronter comment sa fierté l'avait aveuglée face au sacrifice de sa mère. Pendant ce temps, sa mère cachait ses propres problèmes de santé, minimisant sa douleur arthritique pour se concentrer sur les besoins de sa fille. C'était un dimanche matin pluvieux. Tijana s'était réveillée plus tôt que d'habitude, tourmentée par des douleurs qui s'intensifiaient. La maison était silencieuse, Léa dormait encore, et Vaniel était parti tôt pour la messe, comme chaque dimanche. En cherchant un antidouleur dans le sac à main de sa mère, Vaniel en gardait toujours sur elle pour ses propres douleurs arthritiques, Tijana trouva un reçu d'une bijouterie du centre-ville. Intriguée, elle déplia le papier et son sang se glaça.
C'était une estimation pour une parure de bijoux anciens, en or et émeraude. Elle reconnut immédiatement la description. La parure que sa grand-mère portugaise avait apportée en 1900, dot et qui était transmise de mère en fille depuis des générations. Un trésor familial que Vaniel gardait précieusement dans un coffret en bois sculpté, destiné à être transmis à Léa pour son mariage. Le montant inscrit sur le reçu était considérable, 22 000 €. En bas du papier, une note manuscrite indiquait « Premier versement effectué, 7 000 €. À récupérer avant le 15 octobre. » Tijana resta figée, le papier tremblant dans sa main. Sa mère vendait leurs bijoux de famille, ces trésors irremplaçables qui racontaient l'histoire de leurs ancêtres, ces pierres qui avaient traversé guerres et océans pour arriver jusqu'à elle. Et pourquoi? Pour un traitement qui n'offrait même pas la garantie d'une guérison. Tu n'étais pas censé voir ça. Tijana sursauta. Vaniel se tenait dans l'embrasure de la porte, son vieux manteau encore humide de pluie, son regard à la fois défiant et résigné. « Tu vends les bijoux de grand-mère » articula Tijana, sa voix à peine audible. « Comment peux-tu… » « Ce ne sont que des objets, Tijana » l'interrompit Vaniel en accrochant son manteau. « Des pierres et du métal, ils ne valent rien comparé à ta santé. Mais c'est notre héritage. Ces bijoux étaient censés aller à Léa, puis à ses enfants. » Vaniel s'approcha et prit le reçu des mains de sa fille. Léa préférerait avoir sa mère en bonne santé plutôt que des bijoux dans un coffre. Tijana secouait la tête, incapable d'accepter ce sacrifice. « Je ne peux pas te laisser faire ça. Ces bijoux sont tout ce qui nous reste de notre famille au Portugal. Ce sont nos racines, notre histoire. » L'histoire n'est pas dans les objets. Tijana, elle est dans le sang qui coule dans nos veines, dans les traditions que nous maintenons, dans les histoires que nous racontons. Ces bijoux sont beaux, mais ils ne sont qu'un symbole. Ce que je fais maintenant, c'est la vraie transmission de notre héritage. Les yeux de Tijana s'emplirent de larmes. « Je ne peux pas accepter ça. »« Tu n'as pas le choix, » répondit simplement Vaniel. « J'ai déjà signé les papiers. » Cette révélation déclencha une tempête d'émotions chez Tijana. Colère, culpabilité et gratitude. Tout se mélangeait en un tourbillon confus. Mais au-delà de ces sentiments contradictoires, une vérité s'imposait. Sa mère était prête à sacrifier un trésor inestimable pour elle. Ce niveau d'amour était à la fois réconfortant et accablant. Dans les jours qui suivirent, Tijana observa sa mère avec un regard nouveau. Elle remarqua les grimaces fugaces quand Vaniel se levait après être restée longtemps assise, les petits massages discrets qu'elle s'administrait aux mains quand elle croyait que personne ne la regardait, les pilules qu'elle prenait en cachette. Son arthrite s'aggravait, c'était évident, mais elle n'en disait rien. Un matin, Tijana surprit sa mère au téléphone avec son propre médecin. Vaniel parlait à voix basse, demandant s'il était possible de reporter son rendez-vous important de plusieurs mois. « Ma fille doit d'abord aller en Amérique pour son traitement, » expliquait-elle. « Je ne peux pas m'absenter maintenant. » Tijana s'éloigna silencieusement, le cœur lourd. Sa mère repoussait ses propres soins pour s'occuper d'elle. Cela ne pouvait plus durer. Ce soir-là, après le dîner, Tijana confronta sa mère. « J'ai entendu ta conversation téléphonique ce matin, » annonça-t-elle sans préambule. « Quel rendez-vous as-tu reporté ?» Vaniel agita la main, comme pour chasser une mouche importune. Rien d'important, juste un check-up de routine. « Ne me mens pas, » insista Tijana. « Tu as dit que c'était important. » Le silence s'installa entre elles, lourd et exigeant. Finalement, Vaniel soupira. « Une intervention pour mon arthrite, » admit-elle à contre-cœur. Le médecin a suggéré une synovectomie pour mes mains avant que les déformations ne deviennent permanentes. Mais ce n'est pas urgent. « Pas urgent » s'exclama Tijana, incrédule. « Tu peux à peine tenir une tasse certains matins et tu repousses une opération qui pourrait te soulager pour… Pourquoi? Pour moi? Bien sûr pour toi, s'emporta Vaniel. Tu es ma fille. Que veux-tu que je fasse? Que je te regarde perdre ta mobilité jour après jour sans rien faire? Et moi,
Je dois te regarder sacrifier ta santé pour une chance infime que je puisse récupérer la mienne, riposta Tijana. Je ne veux pas de ce traitement, pas à ce prix. Vaniel se leva brusquement, ses yeux lançant des éclairs. Tu n'as pas voix au chapitre. J'ai vendu mes bijoux, c'est mon argent et je décide comment je l'utilise. Et c'est mon corps, ma maladie et ma décision si je vais ou non à ce traitement. Leur dispute s'intensifia, des décennies de ressentiments non exprimés faisant surface comme des bulles dans l'eau bouillante. L'enfance de Tijana, où sa mère, infirmière dévouée, était souvent absente pour des gardes de nuit. La déception de Vaniel face à la relation distante que Tijana entretenait avec Léa, répétant inconsciemment le schéma qu'elle critiquait. Le modèle des femmes de leur famille, toujours à mettre les besoins des autres avant les leurs propres. « Tu sais quel est ton problème ?» lança Vaniel, tremblante de colère. « Tu as toujours été trop fière pour accepter de l'aide. Même, enfant, tu refusais de tenir ma main pour traverser la rue. Parce que tu n'étais jamais là, cria Tijana, des larmes coulant sur ses joues. Quand j'avais besoin de toi, tu étais toujours à l'hôpital, à t'occuper d'autres personnes. » Vaniel recula comme si elle avait été giflée. « J'étais en train de nous nourrir, de faire vivre cette famille après que ton père soit parti. »« Je sais, » sanglota Tijana, « je sais, mais ça fait mal quand même. » L'énergie de leur colère s'épuisa soudainement, les laissant épuisés et vulnérables. Tijana s'effondra sur une chaise, ses jambes ne la soutenant plus. « Je ne veux pas que Léa ressente ce que j'ai ressenti, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas qu'elle se souvienne de moi comme d'une mère absente, même si c'était pour son bien. » Vaniel s'approcha lentement et s'agenouilla devant sa fille, ignorant la douleur que ce mouvement provoquait dans ses articulations. Elle prit les mains de Tijana dans les siennes. « Alors ne sois pas absente, dit-elle doucement. Sois présente. Fais ce traitement, bats-toi pour ta santé, montre-lui que même quand la vie nous met à genoux, nous pouvons nous relever. C'est la leçon que j'ai essayé de te donner. Peut-être que je l'ai mal fait, mais c'était toujours par amour. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose se guérit entre elles. Pas tout, mais un début, une brèche dans les murs qu'elles avaient construits au fil des années. « J'irai à un seul mois de traitement, » proposa finalement Tijana, « et seulement si tu te fais opérer en premier. » Vaniel sourit à travers ses larmes, toujours aussi têtu. « Je me demande de qui je tiens ça, » répondit Tijana avec un faible sourire. Le centre de bien-être renommé de la ville, autrefois le principal concurrent de Tijana, lui offrit un poste pour développer un programme spécialisé pour les patients ayant des problèmes de mobilité. Bien qu'elle considéra initialement cela comme de la charité, elle reconnut progressivement qu'il s'agissait d'une opportunité de transformer son expertise et son expérience en quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Sa perspective changea, passant du deuil de ce qu'elle avait perdu à l'appréciation de ce qu'elle pouvait encore offrir. L'appel était venu un mardi matin. Catherine Durand, directrice du centre Harmonie, le plus grand et le plus luxueux centre de bien-être de La Rochelle, souhaitait rencontrer Tijana pour discuter d'une opportunité professionnelle. Tijana avait d'abord pensé à une erreur. Le centre Harmonie était son principal concurrent avant sa maladie, attirant une clientèle aisée avec ses équipements dernier cri et son atmosphère de spa. Ils veulent probablement racheter un cabinet maintenant qu'ils pensent que je suis vulnérable, avait-elle confié à Marc, méfiante. Mais Catherine Durand avait une proposition bien différente. Le centre souhaitait créer un nouveau programme spécialisé pour les personnes à mobilité réduite, et il voulait que Tijana le développe et le dirige. « Pourquoi moi ?» avait demandé Tijana perplexe lors de leur entretien dans les bureaux luxueux du centre. Catherine, une femme élégante d'une 50aine d'années, avait souri. « Parce que vous comprenez cette situation de l'intérieur et de l'extérieur, vous avez l'expertise professionnelle et l'expérience personnelle. C'est une combinaison inestimable. » Tijana avait hésité, soupçonnant une forme déguisée de pitié.
Je n'ai pas besoin de charité, Madame Durand. Ce n'est pas de la charité, c'est du business, avait répliqué Catherine avec fermeté. Nous perdons des clients qui développent des problèmes de mobilité parce que nos programmes ne sont pas adaptés. Vous nous apportez une expertise que nous n'avons pas, et nous vous offrons une plateforme et des ressources que vous n'avez pas. C'est un échange équitable. La proposition était généreuse. Un salaire confortable, des horaires flexibles, une équipe à diriger et surtout, la liberté de concevoir le programme comme elle l'entendait. Tijana avait demandé du temps pour réfléchir. Ils veulent juste profiter de mon nom et de ma réputation, argumenta-t-elle auprès de Vaniel ce soir-là. Et alors, répondit sa mère avec pragmatisme, laisse-les profiter de ton nom pendant que tu profites de leur argent et de leurs moyens. L'important, c'est ce que tu pourras accomplir là-bas. Après une semaine de réflexion, Tijana accepta l'offre avec quelques conditions. Elle garderait une participation dans son cabinet avec Marc, continuerait à superviser certains cas spécifiques et le nouveau programme porterait le nom de Méthode Lefebvre. Catherine accepta sans hésitation. Les premiers jours au centre Harmonie furent étranges. Tijana se sentait comme une intruse dans cet environnement luxueux, avec son uniforme impeccable et sa canne désormais indispensable. Les regards curieux ou compatissants des autres employés la mettaient mal à l'aise. Mais lorsqu'elle commença à travailler sur le programme, son malaise s'estompa progressivement, remplacé par une passion renouvelée. Elle réalisa qu'elle pouvait intégrer des éléments de son propre parcours dans ce nouveau programme. Les exercices qu'elle avait adaptés pour elle-même, les techniques qu'elle avait développées pour conserver son indépendance malgré ses limitations, tout cela pouvait bénéficier à d'autres. Je veux que ce programme soit plus qu'une simple rééducation physique, expliqua-t-elle à l'équipe qu'on lui avait assignée. Je veux qu'il aborde aussi l'aspect émotionnel et social de la perte de mobilité. Comment maintenir sa dignité, comment adapter sa vie sans la diminuer, comment transformer cette expérience en quelque chose de constructif. Son équipe, initialement sceptique devant cette approche holistique, fut rapidement convaincue par la passion et la vision de Tijana. Elle n'était plus seulement la kinésithérapeute malade qu'on avait embauchée par pitié ou opportunisme. Elle était devenue une leader, une innovatrice, utilisant sa propre vulnérabilité comme une force. Un jour, alors qu'elle travaillait tard au centre, Catherine Durand passa la voir. « Vous savez, dit la directrice en observant les schémas et notes qui couvraient le tableau dans le bureau de Tijana, quand je vous ai proposé ce poste, je pensais que vous créeriez un bon programme. Mais ce que vous développez va bien au-delà. C'est révolutionnaire. » Tijana sourit, touchée par ce compliment sincère. « J'ai juste transformé mes obstacles en outils. C'est exactement ce dont les gens ont besoin, » approuva Catherine. Pas seulement des exercices, mais une façon de donner un sens à leur expérience. Pour la première fois depuis son diagnostic, Tijana sentit que sa maladie n'était pas qu'une tragédie personnelle, mais peut-être aussi une opportunité de créer quelque chose de significatif qui n'aurait pas existé autrement. Cette perspective ne guérissait pas ses jambes, mais elle guérissait quelque chose d'aussi important, son sentiment de but et d'utilité. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une expérience ou une difficulté personnelle, s'est transformé en source inattendue de force? Partagez votre expérience dans les commentaires. Pendant le traitement, Tijana rencontra d'autres personnes atteintes de stades plus avancés de sa maladie, lui offrant à la fois un aperçu effrayant de son possible avenir et des exemples inspirants de résilience. Une patiente âgée lui enseigna des mouvements adaptatifs basés sur les danses folkloriques portugaises traditionnelles, créant un pont entre son héritage culturel et sa nouvelle réalité physique. L'Institut médical de l'Arizona était un complexe moderne aux lignes épurées, entouré de déserts et de cactus saguaro. Pour Tijana, habituée à l'océan et aux rues pavées de La Rochelle, ce paysage semblait appartenir à une autre planète. Elle y était arrivée après un long vol épuisant,
accompagné par Vaniel qui avait insisté pour venir l'installer avant de retourner s'occuper de Léa en France. Le docteur Elena Kovacs était une femme imposante, aux cheveux argentés et au regard perçant. Lors de leur première consultation, elle examina Tijana avec une minutie qui inspirait confiance. « Votre cas est intéressant », déclara-t-elle finalement. « La progression est rapide mais pas encore irréversible. Nous avons une bonne fenêtre d'opportunité. » Elle expliqua le protocole de traitement. Une combinaison de thérapie génique ciblant l'inflammation neuronale, de stimulation électrique, précise, et d'un programme intensif de rééducation adaptée. « Ce ne sera pas facile », avertit-elle. « Le traitement lui-même est éprouvant et les exercices seront douloureux. Mais chaque patient qui a persévéré a vu des améliorations. » Tijana hocha la tête, déterminée. « Je suis prête. » Les premiers jours furent consacrés à des tests et des évaluations. Tijana se sentait comme un spécimen de laboratoire, mesuré, scanné, prélevé sous tous les angles. Puis commença le véritable traitement. Chaque matin, elle recevait une injection qui provoquait des nausées et des maux de tête. Chaque après-midi, elle endurait des séances de stimulation électrique qui laissaient ses nerfs à vif. Et chaque soir, épuisée et douloureuse, elle devait encore accomplir une série d'exercices spécifiques. C'est lors de ces séances d'exercices qu'elle rencontra Isabella, une femme de 72 ans, atteinte de la même maladie, mais à un stade beaucoup plus avancé. Isabella était en fauteuil roulant depuis 7 ans, mais participait au programme expérimental avec un optimisme inébranlable. « Si ça peut juste me permettre de tenir un pinceau plus fermement pour peindre, ce sera déjà une victoire », confia-t-elle à Tijana un soir, alors qu'elles récupéraient toutes deux d'une séance particulièrement intense. Tijana fut frappée par cette perspective. Isabella ne rêvait pas de remarcher, elle aspirait simplement à améliorer sa qualité de vie dans sa condition actuelle. Cette acceptation, loin d'être une défaite, semblait lui donner une sérénité que Tijana enviait. « Comment fais-tu pour rester si positive ?» demanda-t-elle un jour à Isabella. La vieille dame sourit. « J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps les 2 premières années, puis j'ai réalisé que je gaspillais le temps qu'il me restait. J'ai choisi de voir ce que je pouvais encore faire plutôt que de pleurer ce que j'avais perdu. » Isabella était d'origine portugaise, comme la famille de Tijana. Un jour, alors que Tijana luttait avec un exercice particulièrement frustrant, Isabella commença à fredonner une mélodie familière, un air traditionnel que Vaniel chantait souvent. « Tu connais cette chanson ?» s'étonna Tijana. « Bien sûr, ma mère me l'a apprise comme sa mère avant elle. » Isabella sourit avec nostalgie. « Dans mon village, nous dansions sur cette mélodie pendant les vendanges. » Une idée germa dans l'esprit de Tijana. « Montre-moi comment tu dansais. » Isabella rit. « Dans ce fauteuil ? Pourquoi pas ? Adapte-la. » Et c'est ainsi que naquit leur rituel. Chaque soir, après les exercices officiels, Isabella enseignait à Tijana les mouvements adaptés des danses folkloriques portugaises. Des gestes des mains représentant les pas, des inclinaisons du buste imitant les tournoiements, des expressions faciales renforçant l'émotion quand le corps ne pouvait plus l'exprimer pleinement. Ces moments devinrent précieux pour Tijana, un lien avec son héritage culturel qui transcendait ses limitations physiques. Elle filmait parfois ses leçons de danse pour les partager avec Léa et Vaniel lors de leurs appels vidéo hebdomadaires. « Tu vois, commentait souvent Vaniel ému, la danse est dans l'âme, pas seulement dans les jambes. » Au fil des semaines, le groupe de patients du programme formait une communauté soudée. Chacun à un stade différent de la maladie, ils échangeaient conseils, encouragements et parfois simplement une présence silencieuse lors des jours difficiles. Pour Tijana, observer ceux dont la maladie était plus avancée était à la fois terrifiant et instructif. Un aperçu de ce qui pourrait l'attendre, mais aussi des stratégies pour y faire face avec dignité. Un matin, le docteur Kovacs convoqua Tijana dans son bureau. « J'ai vos derniers résultats », annonça-t-elle, son visage impénétrable. « La réponse au traitement n'est pas celle que nous espérions. » Le cœur de Tijana se serra.
Tout ça pour rien. Les sacrifices, les douleurs, l'argent dépensé. Cependant, poursuivit le médecin, j'aimerais que vous consultiez mon collègue, le docteur Patel. Il a une interprétation différente des données. Le docteur Patel, un neurologue plus jeune à l'enthousiasme contagieux, examina les mêmes résultats, avec un sourire grandissant. Le docteur Kovacs est toujours si prudente, dit-il en secouant la tête. Ses résultats sont prometteurs. Regardez ici et ici. Il pointa des graphiques que Tijana ne comprenait pas entièrement. La dégradation des gaines de myéline a considérablement ralenti. Ce n'est pas une guérison spectaculaire, mais c'est un ralentissement significatif. De la progression. Dans votre cas, gagner du temps est crucial. La recherche avance rapidement et chaque année de ralentissement vous rapproche de traitements encore plus efficaces à l'avenir. Tijana oscillait entre espoir et déception. Alors, je ne vais pas retrouver ma mobilité d'avant? Le docteur Patel posa une main compatissante sur son épaule. Probablement pas complètement, non. Mais au lieu de perdre rapidement vos capacités, vous pourriez maintenir votre niveau actuel pendant des années, peut-être même voir quelques améliorations avec une rééducation continue. Ce n'était pas le miracle qu'elle avait secrètement espéré, mais c'était quelque chose, du temps, de l'espoir, une chance de vivre sa vie différemment mais pleinement. Ce soir-là, elle partagea la nouvelle avec Isabella. « Je comprends ta déception », dit la vieille dame après l'avoir écoutée attentivement. « Tu espérais un miracle. J'espérais un miracle aussi au début. Mais tu sais quoi? Les vrais miracles, ce sont les petites victoires quotidiennes. Un matin sans douleur, un nouveau moyen de faire quelque chose qu'on pensait perdu, un moment de bonheur malgré tout. C'est ça, vivre avec cette maladie, apprendre à voir les petits miracles. » Isabella lui prit les mains et commença à les guider dans les mouvements délicats d'une danse traditionnelle. « La vida continua », murmura-t-elle. « La vie continue, différente mais toujours précieuse. » Et en sentant ses mains danser dans celles d'Isabella, Tijana commença à comprendre que peut-être la véritable guérison n'était pas dans le retour à ce qu'elle était avant, mais dans l'acceptation et la redécouverte de ce qu'elle pouvait être maintenant. Les résultats initiaux du traitement furent décevants, semblant confirmer ses pires craintes. Cependant, un second avis révéla que le traitement fonctionnait, simplement plus lentement que prévu. Cette montagne russe émotionnelle força Tijana à développer la patience et à abandonner le contrôle, des qualités avec lesquelles elle avait toujours lutté. Tijana était rentrée en France avec des sentiments mitigés. Le voyage retour avait été éprouvant physiquement, mais plus encore émotionnellement. Comment expliquer à sa famille, à ses amis, aux généreux donateurs qui avaient financé son traitement, que les résultats n'étaient pas le miracle espéré? Comment leur dire que le mieux qu'elle pouvait espérer était de ne pas empirer trop vite? À l'aéroport, Vaniel et Léa l'attendaient avec une banderole colorée proclamant « Bienvenue à notre héroïne ». Leur joie sincère face à son retour la toucha profondément, mais accentua aussi son sentiment d'échec. « Alors ?» demanda Vaniel dès qu'elles furent installées dans la voiture. « Comment te sens-tu » Tijana hésita. « Honnêtement, pas très différente. Les médecins disent que le traitement ralentit la progression, mais... » « C'est déjà une victoire !» s'exclama Vaniel avec un enthousiasme qui surprit Tijana. « Chaque jour gagné est précieux. » Cette réaction positive déconcerta Tijana. Où était passée la mère qui exigeait toujours la perfection, qui voyait l'échec partout? Dans les jours qui suivirent, Tijana dut affronter les regards pleins d'espoir de ses amis, de ses collègues, des habitants de La Rochelle, qui l'arrêtaient dans la rue pour prendre de ses nouvelles. À chacun, elle expliquait patiemment que le traitement n'était pas un remède miracle, mais un frein à la progression de la maladie. Certains comprenaient et félicitaient cette petite victoire. D'autres cachaient mal leur déception, comme si elle les avait personnellement trahis en ne guérissant pas spectaculairement. Au cabinet, Marc accueillit la nouvelle avec son pragmatisme habituel. « Alors, on continue comme avant ?»« Oui !»
confirma Tijana, reconnaissante pour cette absence de drame. Mais j'ai appris de nouvelles techniques en Arizona que j'aimerais intégrer à nos programmes. Parfait, approuva Marc. Et pour le centre Harmonie, je vais reprendre le développement du programme. J'ai plein d'idées nouvelles. La transition ne fut pas facile. Tijana oscillait entre des moments d'acceptation sereine de sa condition et des accès de frustration intense. Certains jours, elle se réveillait avec une douleur si vive qu'elle pouvait à peine se lever et la colère la submergeait. D'autres jours, elle ressentait une amélioration subtile dans sa démarche où sa force et l'espoir renaissaient. « C'est épuisant de ne jamais savoir comment je vais me sentir d'un jour à l'autre », confia-t-elle à son neurologue lors d'un contrôle. « J'ai l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles constantes. » Le médecin hocha la tête avec compréhension. C'est malheureusement le lot de nombreuses maladies chroniques. L'incertitude est parfois plus difficile à gérer, que les symptômes eux-mêmes. Cette observation resta avec Tijana. L'incertitude, c'était bien cela qui la rongeait. Habituée à contrôler sa vie dans les moindres détails, elle se retrouvait maintenant à la merci des fluctuations imprévisibles de son corps. Chaque projet, chaque engagement devait être accompagné d'un « si je vais assez bien ce jour-là ». Un soir, alors qu'elle triait de vieilles photos pour un album que Léa préparait pour un projet scolaire, Tijana tomba sur une image d'elle à 20 ans, en plein saut, lors d'une compétition d'athlétisme. Son corps suspendu dans les airs semblait défier la gravité, incarnation parfaite de la liberté et du contrôle. Les larmes lui montèrent aux yeux. Vaniel, qui passait par là, s'arrêta en voyant sa fille émue. Elle s'assit silencieusement à côté d'elle et regarda la photo. « Tu étais magnifique, dit-elle doucement. « Je ne serai plus jamais comme ça, murmura Tijana, la gorge serrée. Vaniel prit la photo et la contempla longuement. « Tu sais ce que je vois sur cette image? Une jeune femme qui croyait que tout était sous son contrôle, qui pensait que si elle s'entraînait assez dur, planifiait assez minutieusement, elle pourrait maîtriser sa vie. » Tijana acquiesça, les larmes coulant librement maintenant. « C'était une illusion, ma fille, » poursuivit Vaniel avec douceur. « Personne ne contrôle vraiment sa vie. La maladie te l'a montré plus brutalement qu'à d'autres, mais c'est une vérité que nous devons tous affronter un jour. »« Alors quoi ?» s'emporta Tijana. « Je dois juste accepter de ne plus rien maîtriser, de ne plus pouvoir faire de projets, de vivre au jour le jour en espérant que mon corps coopérera ? » ?»« Non, » répondit calmement Vaniel. « Tu dois apprendre la patience. Apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler pour mieux saisir ce que tu peux influencer. » Ces mots résonnèrent profondément en Tijana. La patience, cette qualité qu'elle exigeait de ses patients mais qu'elle-même avait toujours eu du mal à cultiver. Lâcher prise, cette notion qui lui avait toujours semblé synonyme d'abandon et de défaite. Dans les semaines qui suivirent, Tijana s'efforça consciemment de développer ses qualités. Elle commença à prévoir des plans B pour les jours où son corps refusait de coopérer. Elle apprit à apprécier les bons moments sans anxiété pour l'avenir. Elle s'autorisa à demander de l'aide sans y voir un échec personnel. Ce n'était pas facile. Certains jours, la frustration l'emportait. D'autres, elle retombait dans ses anciens schémas de pensée, s'acharnant contre ses limites jusqu'à l'épuisement. Mais peu à peu, une nouvelle forme de sagesse émergeait de cette lutte. Une capacité à vivre dans l'instant présent, à savourer les petites victoires, à trouver de la beauté même dans les limitations. « Tu as changé », lui fit remarquer Marc un jour, alors qu'elle restait calme face à l'annulation d'un projet important en raison d'une crise de douleur. « Pour le mieux ou pour le pire ?» s'enquit Tijana. Marc sourit. « Pour le mieux, je crois. Tu sembles plus en paix. » Tijana réfléchit à cette observation. En paix, ce n'était pas tout à fait ça. Elle luttait toujours, mais différemment. Non plus contre sa condition, mais avec elle. Non plus dans le déni et la colère, mais dans une forme d'acceptation qui n'excluait pas l'espoir. Sa fille, adolescente, initialement distante et mal à l'aise face à la condition de sa mère, commença à filmer leur parcours pour un projet scolaire. À travers l'objectif, elle captura des moments de triomphe,
de frustration et d'humour inattendu. Le documentaire devint un succès surprise lors d'un festival de films local, offrant à Tijana une nouvelle perspective sur son parcours et la reconnectant avec des membres de la communauté qui s'étaient tenus à distance par gêne ou incertitude. Que va-t-il se passer maintenant que cette famille a réussi à transformer une tragédie en force? Le documentaire va-t-il changer plus que leur vie personnelle? L'idée du documentaire était née presque par accident. Léa avait toujours été passionnée par la photographie, capturant le monde à travers son smartphone depuis qu'elle était assez grande pour le tenir. Mais depuis la maladie de sa mère, son appareil restait souvent rangé, comme si elle n'arrivait plus à voir la beauté qu'elle cherchait habituellement à immortaliser. Tout changea le jour où son professeur d'art visuel annonça le projet de fin d'année, réaliser un court-métrage documentaire sur un sujet de leur choix. Léa rentra ce jour-là avec une énergie que Tijana n'avait pas vue depuis longtemps. « Maman, annonça-t-elle pendant le dîner, j'ai décidé du sujet de mon documentaire. Je veux filmer notre histoire, la tienne, celle de grand-mère, la mienne, notre façon d'affronter ta maladie ensemble. » Tijana reposa sa fourchette, surprise. « Tu es sûre? Ce n'est pas très joyeux comme sujet. Ce n'est pas triste, non. Plus, répliqua Léa avec conviction. C'est une histoire de courage, d'adaptation, de famille. C'est notre réalité, et je pense qu'elle mérite d'être racontée. » Vaniel, qui avait écouté en silence, intervint doucement. « Je trouve que c'est une excellente idée, mais seulement si ta mère est à l'aise avec ça. » Tijana hésita. L'idée d'être filmée dans ces moments de vulnérabilité la mettait mal à l'aise. Elle s'était toujours présentée au monde comme forte et compétente. Ce documentaire montrerait une autre facette d'elle-même. « Tu n'es pas obligé de décider maintenant, » ajouta Léa, percevant son hésitation. « Réfléchis-y. » Cette nuit-là, Tijana pesa le pour et le contre. Exposer sa fragilité publiquement allait contre tous ses instincts. Mais peut-être que ce projet aiderait Léa à mieux comprendre et accepter leur nouvelle réalité. Et peut-être que d'autres personnes, dans des situations similaires, pourraient y trouver du réconfort ou de l'inspiration. Le lendemain matin, elle donna son accord avec une condition: « Je veux pouvoir voir les séquences avant que tu ne les montres à qui que ce soit. » Léa accepta avec enthousiasme et se mit immédiatement au travail. Elle commença à filmer leur quotidien, les séances d'exercice matinales de Tijana, les préparations culinaires de Vaniel, les adaptations de leur maison, les moments de découragement comme les petites victoires. Au début, Tijana était tendue devant la caméra, trop consciente de chaque grimace de douleur, de chaque mouvement maladroit. Mais progressivement, elle oublia la présence de l'objectif. Léa filmait avec discrétion et respect, captant des moments authentiques sans jamais forcer les choses. Elle interviewait également des personnes qui faisaient partie de leur parcours. Marc, le docteur Moreau, Catherine Durand, d'anciens patients de Tijana, des voisins qui les avaient soutenus. Chacun apportait une perspective différente sur leur histoire, mais le plus surprenant fut la transformation de Léa elle-même à travers ce projet. D'adolescente renfermée et mal à l'aise face à la maladie de sa mère, elle devint une observatrice attentive et compatissante. Derrière sa caméra, elle développait une compréhension plus profonde de ce que traversait sa famille. Un soir, alors qu'elle montrait à Tijana les premières séquences montées, celle-ci fut frappée par la sensibilité avec laquelle sa fille avait capturé leur réalité. Il n'y avait ni sensationnalisme, ni apitoiement, juste une honnêteté brute et touchante. « Tu as un vrai talent, Léa, » murmura Tijana, émue. « Tu vois des choses que les autres ne voient pas. » Léa rougit sous le compliment. « J'ai appris à regarder différemment depuis que tu es malade, à voir au-delà de ce qui est évident. » Le documentaire de Léa, intitulé simplement « 3 générations », fut présenté lors du Festival des jeunes cinéastes de La Rochelle. Tijana était terriblement nerveuse à l'idée que toute la ville verrait ses moments de faiblesse, ses larmes, ses frustrations.
Mais quand les lumières s'éteignirent et que les premières images apparurent sur l'écran, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle ne se vit pas comme une femme diminuée ou à plaindre. Elle se vit comme une battante. La femme à l'écran, avec sa canne et ses difficultés, n'était pas définie par ses limitations mais par sa résilience. Et à travers les yeux de sa fille, elle apparaissait forte, pas malgré sa maladie, mais d'une certaine façon à cause d'elle. Quand le film se termina, la salle resta silencieuse un instant, puis explosa en applaudissements. Léa fut appelée sur scène pour recevoir un prix spécial du jury, mais elle insista pour que sa mère et sa grand-mère la rejoignent. « Ce film n'est pas seulement mon œuvre, déclara-t-elle au micro. C'est notre histoire collective, celle de 3 femmes qui apprennent à danser même quand la musique change. » Dans les jours qui suivirent, Tidjana fut abordée par de nombreux habitants de La Rochelle qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps. Certains avaient gardé leur distance par malaise ou incertitude face à sa maladie. D'autres, simplement, ne savaient pas quoi dire ou comment agir. Le documentaire avait brisé cette barrière invisible. Je n'aurais jamais imaginé à quel point c'était difficile au quotidien, lui confia une ancienne collègue. Tu fais preuve d'un courage incroyable. Ton histoire m'a donné une perspective différente sur mes propres problèmes, avoua un voisin. Mais le plus touchant fut lorsqu'une jeune femme en fauteuil roulant l'aborda après une projection supplémentaire organisée à la demande générale. « Votre fille a capturé exactement ce que je ressens chaque jour, dit-elle, les larmes aux yeux. Pour la première fois, je me sens vraiment vue et comprise. Merci de vous être exposée ainsi. » Le documentaire commença à circuler au-delà de La Rochelle, partagé sur les réseaux sociaux et projeté dans d'autres festivals régionaux. Il attira l'attention d'une association nationale pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, qui proposa à Léa de le diffuser lors de leur congrès annuel. Pour Tidjana, voir son histoire personnelle prendre une dimension publique était à la fois étrange et gratifiant. Sa souffrance privée, transformée par l'objectif artistique, de sa fille devenait une source d'inspiration et de sensibilisation. Ce qui avait commencé comme un simple projet scolaire était devenu un pont entre elle et les autres, entre la communauté des valides et celle des personnes à mobilité réduite. Un jour, en rentrant d'une projection, Léa partagea une nouvelle, surprenante. Le responsable du département cinéma de l'université m'a contacté. Il veut... s'exclama Diana, sincèrement heureuse pour sa fille. Tu la mérites tellement. Grâce à toi, répondit-elle, j'ai l'embrasse. D'être filmé, rien de tout cela ne serait arrivé. Tidjana sourit, réalisant l'ironie de la situation. Sa maladie, qui avait semblé détruire tous ses rêves et projets, avait indirectement ouvert une porte vers l'avenir de sa fille. De sa plus grande vulnérabilité était née une force nouvelle, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Léa. Cette pensée l'accompagna alors qu'elle s'endormait ce soir-là. Peut-être que la véritable résilience n'était pas dans la résistance au changement, mais dans la capacité à transformer ce changement en quelque chose de significatif. Non pas seulement survivre à l'adversité, mais l'utiliser comme un catalyseur de croissance et de connexion humaine. Lorsque sa mère subit un problème de santé, les rôles s'inversèrent dramatiquement et Tidjana devint la soignante. Utilisant des techniques adaptées issues de ses connaissances professionnelles, elle créa des moyens innovants pour soutenir sa mère malgré ses propres limitations. Cette inversion des rôles apporta une profonde prise de conscience. La force ne réside pas dans la capacité physique, mais dans le fait d'être présent pour ses proches, quelles que soient les circonstances. C'était un mardi matin ordinaire. Tidjana travaillait sur des dossiers au centre Harmonie quand son téléphone sonna. La voix paniquée de Léa résonna à l'autre bout de la ligne. « Maman, c'est grand-mère, elle est tombée dans la cuisine et elle n'arrive pas à se relever. Elle dit que sa hanche lui fait très mal. » Le cœur de Tidjana s'accéléra brutalement. « J'arrive tout de suite. Appelle une ambulance. »
Le trajet jusqu'à la maison lui parut interminable, même si Marc l'avait conduite aussi vite que possible. Quand ils arrivèrent, l'ambulance était déjà là, et les secouristes s'occupèrent de Vaniel, allongé sur le sol de la cuisine, le visage crispé par la douleur. Probable fracture de la hanche, informa l'un d'eux lorsque Tijana se pencha vers sa mère. « On va l'emmener pour des radios !» Vaniel saisit la main de sa fille. « Je suis désolé, murmura-t-elle. J'ai glissé sur ce fichu carrelage. Ne t'inquiète pas, la rassura Tijana. Tout va bien se passer. Mais alors que l'ambulance emportait sa mère, une angoisse sourde l'envahit. Une fracture de la hanche à 68 ans avec de l'arthrite. Les complications potentielles défilaient dans son esprit de professionnel de santé. Et surtout, comment allait-elle s'organiser maintenant? Vaniel était devenue le pilier de leur foyer, celle qui compensait les limitations de Tijana et veillait sur Léa quand Tijana travaillait. Les heures suivantes confirment les craintes. Fracture du col. Du fémur nécessitant une intervention chirurgicale rapide. Après l'opération, Vaniel serait immobilisée pendant plusieurs semaines, puis aurait besoin d'une rééducation intensive. Elle pourra rentrer chez vous dans une dizaine de jours, si tout va bien, expliqua le chirurgien. Mais elle aura besoin d'aide pour tout, se lever, se laver, s'habiller. Avez-vous envisagé un placement temporaire en centre de convalescence? Tijana secoua fermement la tête. Ma mère rentrera à la maison. Je m'occuperai d'elle. Le médecin la regarda, sceptique, son regard s'attardant sur sa canne. Je comprends votre sentiment, mais dans votre situation... Je suis kinésithérapeute, l'interrompit Tijana. Je sais exactement ce dont ma mère aura besoin. En quittant l'hôpital ce soir-là, Tijana était déterminée mais terrifiée. Comment allait-elle pouvoir prendre soin de Vaniel alors, homme qu'elle-même avait besoin d'aide au quotidien? Qui allait s'occuper de Léa? Comment gérer le travail, la maison et maintenant sa mère invalide? La première nuit, elle dormit à peine, son esprit tournant en boucle autour de ces questions, sans réponse. Au petit matin, une idée commença à prendre forme. Elle ne pouvait pas s'occuper de sa mère comme une personne valide l'aurait fait. Mais peut-être pouvait-elle utiliser son expertise professionnelle et sa propre expérience de personne, à mobilité réduite pour trouver des solutions alternatives. Dès le lever du jour, elle appela Marc et Catherine Durand pour réorganiser son emploi du temps. Puis, elle contacta son réseau professionnel, collègues, fournisseurs d'équipements, médical, anciens patients devenus amis. En quelques jours, un plan était en place. Quand Vaniel rentra à la maison après son séjour à l'hôpital, elle découvrit que la maison avait été transformée. Son lit avait été déplacé au rez-de-chaussée dans le bureau réaménagé. Un système de rails avait été installé au plafond au-dessus du lit et de la salle de bain adjacente, permettant de déplacer Vaniel sans effort. Des barres d'appui, similaires à celles déjà installées pour Tijana, avaient été ajoutées, et stratégiquement. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» s'étonna Vaniel en voyant l'ampleur des changements. « Ton nouveau royaume !» répondit Tijana avec un sourire. « J'ai quelques idées pour ta rééducation. » Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Le matin, une aide-soignante venait aider Vaniel pour la toilette pendant que Tijana préparait le petit déjeuner avec Léa. Ensuite, Tijana guidait sa mère à travers une série d'exercices qu'elle avait spécialement conçus pour elle, adaptés à la fois à sa fracture et à son arthrite. « Comment sais-tu exactement où ça fait mal ?» s'étonna Vaniel un jour, alors que Tijana ajustait délicatement la position de sa jambe. « Parce que je sais ce que c'est », répondit simplement Tijana. La douleur, la frustration, la sensation d'être prisonnier de son propre corps. Je connais tout ça. Cette compréhension profonde faisait toute la différence. Là où un soignant ordinaire aurait peut-être poussé trop fort ou pas assez, Tijana savait précisément doser l'effort demandé. Elle avait aussi développé des astuces ingénieuses pour faciliter les gestes quotidiens, issus de sa propre expérience. Pour permettre à Vaniel de cuisiner malgré sa mobilité réduite, Tijana avait réorganisé la cuisine avec des tabourets stratégiquement placés
et des ustensiles modifiés. Pour qu'elle puisse jardiner, passion de toujours, Marc avait installé des jardinières surélevées sur la terrasse. « Tu as pensé à tout », s'émerveilla Vaniel après quelques semaines de ce nouveau régime. « J'ai eu une bonne enseignante », répondit Tijana avec un clin d'œil. Un soir, alors que Tijana aidait sa mère à s'installer pour la nuit, Vaniel lui prit la main. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-elle d'une voix émue. « Depuis que tu es tombée malade, je me suis sentie tellement impuissante. Je voulais tellement te guérir, te soulager, mais je ne pouvais rien faire contre cette fichue maladie. » Tijana serra sa main, attendant qu'elle continue. « Et puis, je me suis fracturé la hanche, et j'étais sûr que ce serait la catastrophe. Comment allions-nous nous en sortir, toi et moi, deux éclopés sous le même toit ?» Vaniel eut un petit rire. « Mais tu m'as montré quelque chose d'extraordinaire ces dernières semaines. Tu m'as montré que la force ne vient pas de ce que notre corps peut faire, mais de ce que notre esprit décide de faire avec ce corps, quel qu'il soit. » Les larmes montèrent aux yeux de Tijana. Cette leçon, elle l'avait apprise à travers sa propre souffrance, mais l'entendre formulée ainsi par sa mère lui donnait une nouvelle profondeur. « C'est la plus belle preuve d'amour que j'ai jamais reçue, » poursuivit Vaniel. « La façon dont tu prends soin de moi, en utilisant précisément ta propre vulnérabilité comme une force. Tu as transformé ta souffrance en sagesse, ma fille. » Cette nuit-là, alors que Tijana regagnait sa chambre, elle réalisa que quelque chose n'a profondément changé dans sa perception d'elle-même et de sa maladie. En prenant soin de sa mère, malgré ses propres limitations, elle avait découvert une forme de guérison qu'aucun traitement médical n'aurait pu lui apporter. Une guérison non pas de son corps, mais de son âme, blessée par la maladie. Force, réalisa-t-elle, n'avait jamais été dans sa capacité à marcher sans canne ou à soulever des poids. La véritable force résidait dans sa capacité à être présente pour ceux qu'elle aimait, à apporter du réconfort et du soutien même quand son propre chemin était difficile. Et cette force-là, sa maladie ne pouvait pas la lui enlever. Cette expérience transformera également leurs relations, guérissant des blessures émotionnelles qui avaient festé pendant des décennies. Ensemble, elles développent un programme de bien-être combinant les connaissances professionnelles de Tijana avec les remèdes traditionnels de sa mère, créant une approche unique qui honore les deux perspectives. Leur programme est reconnu et commence à aider d'autres personnes ayant des problèmes de mobilité dans leur communauté et au-delà. Un après-midi d'automne, alors que Vaniel pouvait enfin marcher avec une seule béquille et que Tijana connaissait une période de relative stabilité dans sa condition. Elles étaient assises sur la terrasse, contemplant le jardin baigné de lumière dorée. « Tu te souviens de nos disputes sur tes tisanes et mes médicaments ?» demanda Tijana en sirotant justement une des infusions de sa mère qu'elle avait fini par apprécier. Vaniel sourit. « Comment pourrais-je les oublier? Tu étais tellement têtu. »« Moi, têtu ?» Tijana feint l'indignation avant d'éclater de rire. « Bon, d'accord, peut-être un peu, mais j'ai réfléchi à quelque chose. Et si nous avions toutes les deux raison ?» L'idée avait germé pendant qu'elle soignait sa mère. Observer comment les remèdes traditionnels de Vaniel complétaient efficacement les traitements médicaux modernes l'avait fait réfléchir. Et si cette combinaison d'approches, cette synthèse entre tradition et science, pouvait aider d'autres personnes? J'ai parlé à Catherine du centre Harmonie, poursuivit Tijana. Elle serait intéressée par un nouveau programme qui intégrerait des approches complémentaires à nos méthodes conventionnelles de rééducation. Tes remèdes à base de plantes, tes techniques de massage portugaises, combinées à mes protocoles, kinésithérapeutique. Les yeux de Vaniel s'illuminèrent. « Tu veux que je travaille avec toi ?»« Plus que ça, » précisa Tijana. « Je veux que nous créions quelque chose ensemble. Une approche qui honore à la fois ton savoir ancestral et ma formation scientifique, qui reconnaît que la guérison vient par de multiples chemins. » Cette conversation marqua le début d'une nouvelle aventure professionnelle pour les deux femmes. Avec le soutien enthousiaste de Catherine Durand, elles commencèrent à développer ce qu'elles appelèrent la méthode Lefebvre-Santos,
combinant kinésithérapie moderne, remèdes traditionnels portugais et techniques adaptatives pour personnes à mobilité réduite. Au cœur de leur approche se trouvait la notion que chaque limitation pouvait être transformée en force d'une autre manière. Les exercices qu'elle concevait ne visaient pas seulement la récupération physique, mais aussi l'adaptation créative et l'acceptation positive. Les tisanes et les baumes de Vaniel complétaient les traitements médicaux, s'attaquant aux symptômes secondaires que la médecine conventionnelle négligeait souvent. Fatigue chronique, troubles du sommeil, anxiété. Mais le plus révolutionnaire dans leur méthode était l'intégration d'éléments culturels et émotionnels dans le processus de rééducation. S'inspirant de l'expérience de Tijana avec Isabella et ses danses adaptées, elles incorporaient des mouvements issus de danses traditionnelles, transformés pour être accessibles à tous les niveaux de mobilité. Le corps se souvient de la joie, expliquait souvent Vaniel aux patients. Quand vous réveillez cette mémoire, même avec un simple mouvement de la main qui évoque une danse de votre enfance, vous activez des chemins de guérison que la médecine seule ne peut pas atteindre. Le programme pilote au Centre Harmonie connut un succès immédiat. Des patients qui stagnaient dans leur rééducation conventionnelle commencèrent à montrer des progrès, non seulement physiques, mais aussi psychologiques. L'approche holistique de Tijana et Vaniel créait un espace où la maladie ou le handicap n'était plus perçu uniquement comme une perte, mais aussi comme le début d'un nouveau chemin. La nouvelle se répandit. D'autres centres de rééducation s'intéressèrent à leur méthode. Des articles furent publiés dans des revues spécialisées. Tijana fut invitée à présenter leur approche lors de conférences, parfois accompagnée de Vaniel qui, malgré son manque de formation académique, impressionnait les professionnels par la profondeur de son savoir empirique. Un jour, alors qu'elle venait de terminer un atelier pour des kinésithérapeutes venus de toute la France, une jeune femme s'approcha d'elle. « Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, dit-elle timidement. Je m'appelle Clara. J'étais dans le documentaire de Léa, brièvement. Je suis en fauteuil roulant depuis un accident de voiture. » Tijana se souvint alors de la jeune femme qui l'avait abordée après la projection du film de Léa. « Bien sûr que je me souviens de vous, » assura-t-elle en lui serrant la main. « Comment allez-vous ? » « Beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à suivre votre programme, » répondit Clara avec un sourire radieux. « Mais ce n'est pas juste pour ça que je voulais vous voir. Je termine mes études de psychologie et je me demandais, auriez-vous besoin de quelqu'un pour développer davantage l'aspect psychologique de votre méthode ? » Cette rencontre marqua une nouvelle expansion de leur travail. Avec Clara, elles intégrèrent des éléments de psychologie positive et de thérapie par l'acceptation dans leur approche. Le programme devint véritablement intergénérationnel et interdisciplinaire, chaque membre apportant sa perspective unique. Tijana son expertise médicale et son expérience personnelle de la maladie. Vaniel, son savoir traditionnel et sa sagesse de vie, Clara, sa formation en psychologie et sa propre expérience du handicap. Leur travail commença à toucher des vies bien au-delà de La Rochelle. Des familles entières venaient participer à leurs ateliers, apprenant à transformer leurs relations face à la maladie ou au handicap. Des professionnels de santé intégraient des éléments de leur méthode dans leur pratique quotidienne. Le documentaire de Léa, maintenant diffusé avec des sous-titres en plusieurs langues, servait souvent d'introduction à leur approche. Un soir, alors que Tijana, Vaniel et Léa, désormais étudiantes en cinéma, célébraient le premier anniversaire de leur programme, Tijana fut frappée par le chemin parcouru. « Qui aurait cru, murmura-t-elle, que ma maladie nous mènerait ici ? La vie a une façon étrange de nous conduire exactement là où nous devons être, répondit Vaniel en levant son verre. À la transformation, répétèrent-elles en chœur. À travers ce voyage de 18 mois, 3 générations de femmes ont appris que la vulnérabilité peut être une forme de force, que la guérison prend de nombreuses formes
et que les liens familiaux, bien que parfois tendus, peuvent devenir incassables lorsqu'ils sont mis à l'épreuve par l'adversité. Tijana n'a pas retrouvé sa mobilité d'antan, mais elle a découvert quelque chose de plus précieux, une compréhension plus profonde d'elle-même, une réconciliation avec sa mère et un nouveau but qui transcende ses limitations physiques. Tijana ne marchait plus comme avant. Son corps continuait de lui imposer des limites, de la ralentir, parfois de la faire souffrir, mais ses limitations physiques avaient cessé de définir qui elle était et ce qu'elle pouvait accomplir dans ce monde. Sa maison, autrefois témoin de ses frustrations et de ses larmes, était devenue un lieu de création et de partage. Chaque adaptation, chaque modification faite par nécessité s'était transformée en opportunité d'innovation. Ce qui avait été conçu pour elle, et Vaniel bénéficiait maintenant à des dizaines d'autres personnes à travers leurs ateliers et publications. Sa relation avec sa mère, autrefois tendue par des années d'incompréhension mutuelle, s'était transformée en un partenariat basé sur le respect et l'admiration réciproque. Ensemble, elles avaient créé quelque chose que ni l'une ni l'autre n'auraient pu accomplir seules. Sa fille, Léa, qui avait un jour évité sa présence par peur et malaise, était devenue son alliée la plus fervente, utilisant son art pour raconter leur histoire et inspirer d'autres. Leur lien s'était renforcé d'une manière que Tijana n'aurait jamais cru possible, et sa communauté, qu'il avait d'abord regardée avec pitié et gêne, l'accueillait maintenant comme une source d'inspiration et de sagesse. Son cabinet, en partenariat avec Marc, continuait de prospérer. Le Centre Harmonie avait étendu son programme à plusieurs succursales. Des professionnels de santé venaient de loin pour apprendre leurs méthodes. Un matin, alors que Tijana observait le lever du soleil depuis sa terrasse, elle réfléchit au chemin parcouru. La maladie lui avait pris beaucoup, c'était indéniable. Mais en retour, elle lui avait offert des dons inattendus, une nouvelle compréhension de la force qui n'avait rien à voir avec la capacité physique. Une appréciation plus profonde des petites joies quotidiennes, une patience et une acceptation qu'elle n'aurait jamais développée autrement. Elle ne pouvait plus courir sur la plage ou danser comme avant, mais elle avait appris à danser différemment, avec ses mains, avec ses mots, avec son cœur. Elle avait appris que la vie, comme la danse, n'était pas tant une question de pas parfaitement exécuter que de capacité à trouver le rythme, quel que soit le corps que l'on habitait. Et surtout, elle avait appris que la guérison prend de nombreuses formes. Parfois, elle vient d'un traitement médical qui ralentit la progression d'une maladie. Parfois, elle vient d'une adaptation qui rend possible ce qui semblait impossible. Et parfois, la guérison la plus profonde vient simplement d'accepter ce qui est, tout en créant quelque chose de beau à partir de cette acceptation. Tijana Lefebvre n'était plus seulement une kinésithérapeute qui avait perdu l'usage de ses jambes. Elle était une femme qui avait transformé sa perte en un don pour les autres. Une fille qui avait retrouvé sa mère à travers l'adversité et une partagée. Une mère qui avait montré à sa propre fille que la vraie force réside dans la vulnérabilité acceptée et transformée. « La vie continue », murmura-t-elle, se rappelant les mots d'Isabella, différente, mais toujours précieuse. Et tandis que le soleil s'élevait complètement au-dessus de l'horizon, baignant La Rochelle d'une lumière dorée, Tijana se leva lentement, prit sa canne et se dirigea vers la journée qui l'attendait. Une journée pleine de défis, certainement, mais aussi de possibilités, de connexions, et de cette joie profonde qui vient non pas d'une vie sans obstacles, mais d'une vie vécue pleinement malgré eux. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.